E-Radio Dakar 90.3. E-Radio Thiès 97.7. E-Radio Saint-Louis du Sénégal 95.2. E-Radio Mbacké et Touba 100.6. E-Radio Kaolack 103.6. E-Radio Koda 91.6. Un an après les émeutes de mars, quelles leçons tirer de l'affaire Sonko Adji Sarr? Comment analyser la gestion de ce dossier par la justice? La guerre Russie-Ukraine, quels sont les impacts sur le Sénégal? Et comment comprendre la position d'abstention du Sénégal? Pour débattre de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 6 mars 2022 de 10h à 11h Fatou Sow, sociologue, et Mamadou Wane Dimao, analyste politique et sociologue. Rendez-vous avec Alassane Samba Diop ce dimanche sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 6 mars 2022, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps, que ce soit donc aujourd'hui Madame Fatou Sow, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. C'est l'une des plus grandes sociologues du Sénégal. Avec aussi Mamadou Wane Dimao, on ne le présente plus au Sénégalais aussi, sociologue, aussi analyste politique. Mao, quand on parle de lui, on parle de mai 68, de ce qu'il a fait ici au Sénégal par rapport à cette lutte pour l'indépendance du Sénégal. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Voilà un an que l'affaire Adji Sarr a éclaté ici au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Depuis un an, le dossier est pratiquement au point mort. Il y a eu 14 morts, jusqu'à présent pas de justice pour ces personnes disparues. Ousmane Sonko a été élu maire de Ziguinchor. Adji Sarr récemment a fait une sortie dans les médias internationaux pour dire qu'il réclame justice. Madame Fatou Sow, comment peut-on analyser cette stagnation de ce dossier? Bonjour, merci d'abord de m'avoir invité et merci de me gratifier d'être la plus grande sociologue du Sénégal. J'essaie modestement de faire ma part. Alors, c'est une affaire judiciaire d'abord. Et toutes les affaires judiciaires prennent du temps à être résolues. Mais cette affaire judiciaire est doublée d'une question politique qui, elle, a voulu être résolue sur le champ, de manière abrupte, et ça a créé les événements de mars dernier qui ont tourné à une très grande violence. Il y a eu quand même 13 morts à la suite de cet événement. Donc on est comme pris dans un espèce de piège où le juridique et le politique s'entremêlent avec des réactions qui, à mon avis, portent préjudice à l'affaire. Parce que l'affaire, au départ, c'est l'affaire d'un viol. Or, le viol, c'est un problème particulier qui mérite une attention particulière et qui, dans nos pays, mérite d'être pris avec toute l'importance que ça représente pour les femmes, le corps des femmes et les droits des femmes à la préservation, à la préservation de leur corps et de leur sexualité. Mao, cette affaire, depuis un an, ça ne bouge pas. Toutes les parties réclament justice. Bon, tout d'abord, moi je ne pense pas que ce soit... je salue vraiment Fatou, comme vous dites là, est une plus grande sociologue en Afrique, pas seulement au Sénégal, et je suis très content d'être en face d'elle. Et je suis aussi très content de revenir à e-Radio. Moi, je pense que dans la trajectoire des peuples, il y a ce qu'on appelle les marqueurs historiques. Le marqueur historique, ce n'est pas l'affaire, je n'ai pas cité les noms, et vous m'excuserez, parce que je ne veux pas personnaliser. Je reste dans les faits politiques et sociologiques. Pour moi, il ne s'agit pas de viol. Ce n'est pas à moi de dire s'il y a eu viol ou pas. C'est à la justice de dire s'il y a eu viol ou pas. Il y a eu une accusation. Accusation ne veut pas dire que c'est
C'est ça. Absolument. Parce Il y a que une c'est... plainte, il y a une plainte pour viol. Oui, il y a une plainte. Et C'est il ça faut que je prendre dis. le cas. Alors, est-ce que c'est un viol ou ce n'est pas un viol? C'est à la justice de décider. C'est ce que je dis. Je dis que je ne peux pas à ce stade caractériser ça de viol. C'est une accusation de viol qui porte contre quelqu'un qui n'est pas comme moi, comme vous, etc. C'est pas quelqu'un de banal. Ça C'est un porte... citoyen sénégalais comme tout le monde. Oui, non, mais d'accord, mais je dis que c'est quelqu'un qui, moi, je ne suis pas chef d'un parti politique, je ne suis pas leader de parti politique, et donc, bon, on peut, en face d'une situation, et il y a eu des jurisprudences, on peut instrumentaliser politiquement une affaire qui est une affaire de sphère privée. C'est ça que je veux dire. Hein. Il faut faire très attention, parce qu'on est en face d'une succession de liquidation quelque part, d'instrumentalisation, je m'excuse, des affaires qui peuvent être des affaires de détournement, soi-disant entre guillemets, etc. Hein, comment on appelle ça Les biens mal acquis. oui, etc., etc. On a vu que l'appareil d'État, l'appareil judiciaire est instrumentalisé. Et aujourd'hui, ce que je disais, dans la trajectoire du peuple, il arrive des moments de l'histoire, et je pense que les événements de mars, au-delà de cette affaire, repositionnent la question de l'état de droit au Sénégal. L'épine dorsale de la démocratie, c'est l'état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, depuis la séquence, je parle de la séquence 2000 à maintenant, il y a eu quand même le marqueur de l'alternance. Indéniable. Tout à l'heure, vous avez fait référence à mai 68. Mais 68, c'est quelque chose de grandiose dans notre histoire. C'est comme mars 2022. Parce que 14 morts, c'est pas pour rien. On n'a jamais eu d'émeute comme ça. Même comment ça s'appelle, le mouvement du 23 juin, ça a été à Dakar. Mais ici, c'est partout. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société? Pourquoi, à partir de cette affaire, on est arrivé à ça? Donc, au moment où le monde, et tout à l'heure, vous avez parlé de la sortie médiatique à travers les médias occidentaux, au moment où le monde est aujourd'hui au bord de la Troisième Guerre mondiale, le Sénégal se retrouve tout d'un coup, on sort quelque chose, alors que, comme vous dites, c'était la justice. Moi, je ne suis pas d'accord comme les Sénégalais qui disent, certains qui disent le temps de la justice, le temps de la justice, le temps... Non, ça c'est des schémas traditionnels, très réactionnaires. Quand le pouvoir veut accélérer un dossier, il l'accélère. Et on a à mon avis, des exemples. Donc pour moi, aujourd'hui, la question qui se pose, il y a 14 Sénégalais qui sont décédés. Je m'incline devant leur mémoire. 14 Sénégalais, c'est un prix lourd. C'est pas que ça. Il y a eu d'autres. Beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de dégâts. Des milliards. Et psychologiques. Donc, ce qui veut affirmer le Sénégal aujourd'hui dans cette affaire, moi je ne veux pas citer de nom, dans cette affaire, sont en train de créer ce que j'appelle ces sociétés tellement clivées, le clivage, au lieu de venir à des processus de pacification, alors que les leçons tirées de mars devaient être aujourd'hui, quelque part, nos institutions politiques, la démocratie et la capacité aussi de révolte des gens, d'indignation des gens est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut construire? Demain, nous, notre chance, on est entouré de pays où il y a eu, à mon avis, des situations aujourd'hui qui remettent en cause la démocratie et tout. Donc, la seule chance du Sénégal de s'en sortir aujourd'hui, c'est de renforcer l'état de droit. Et l'état de droit, c'est de respecter aussi l'équilibre des pouvoirs. Madame Sow, est-ce que ça ne remet pas la question de la justice? Mao fait une analyse maoïste de mai 68. Je suis entièrement d'accord avec lui qu'il y a eu émeute, qu'il y a eu 14 morts. J'ai dit la première en parlant de l'événement. Mais il y a un événement de départ, et cet élément de départ, il ne faut pas le sous-estimer au profit d'une analyse sur le problème de la démocratie. Vous savez, au mois de mars,
102 universitaires ont écrit un manifeste dans lequel ils dénonçaient la manipulation de cette première question par l'État et qui ont posé le problème du Sénégal et de l'état de droit au Sénégal, qui ont posé la question de la séparation de l'exécutif, du judiciaire et du Parlement et du législatif. Donc toutes ces questions, elles ont été posées, elles sont là. Et les gens sont descendus dans la rue. Pas pour cette histoire première, mais ils sont descendus dans la rue pour protéger un leader politique, mais surtout pour exprimer toute leur frustration. On était en période de Covid, avec la crise, où les jeunes n'ont pas d'emploi, où ils sont dans la rue, où le gouvernement fait des promesses qui ne tiennent pas. Donc il y avait une crise économique et politique profonde dans le pays. Et l'État, disons, l'exécutif, a profité de cet incident pour essayer de mettre en prison un leader politique, mais il l'a fait avec Khalifa Sall, on l'a fait avec Karim Wade, et on l'a... Et à chaque fois, la question a été posée, est-ce que oui ou non, ils avaient fait ce qu'on leur a reproché? Bon, pour certains, moi je mettrais ma main au feu que c'était peut-être différent, pour d'autres je ne sais pas, mais il y a un instant de départ. Et il ne faut pas nier cet instant de départ, qui est un instant important. Il y a une enquête qui doit être menée, justice doit être faite, cette femme doit être écoutée. Parce que vous savez, ce qui est arrivé à cette femme, et je ne parle pas de Adissa plus spécifiquement, mais c'est elle qui nous intéresse ici, et c'est elle qui revient et qui remet sa question dans l'actualité, mais le viol est un problème sérieux au Sénégal. On a des problèmes juste sérieux. Sur les plateaux de télévision, on accuse les femmes de manipuler le viol pour arriver à des fins. Donc il y a deux problèmes. Et il y a un excellent article qu'avait écrit Rama Saladien, qui est une Sénégalaise qui est spécialiste en sciences politiques et qui travaille en Écosse, où elle expliquait, elle disait, c'est vrai, ce viol, parce qu'elle accuse. Alors on peut accuser quelqu'un de meurtre, on parlera de meurtre, et après la justice va dire si c'est lui ou elle qui a assassiné ou pas. Mais la cause, la question qui est là, c'est la question du viol. Alors on peut dire, oui mais on ne sait pas, mais bien sûr la justice va décider après. Mais c'est ça, elle a porté plainte pour ça. Et cette plainte-là, il faut l'écouter. Alors cette plainte-là, on ne l'a pas écoutée, on a dit, bon, c'est encore ces femmes farfelues, qui... Parce qu'en même temps, on aurait pu dire, si on est un leader politique, si on se veut un leader moral, parce que la personne qui est accusée se veut une personne morale, comment peut-être pris presque au piège, où on se met au piège dans les affaires pareilles. C'est Bill Clinton, hein. Bill Clinton, président de l'État le plus puissant du monde, il est mis en accusation devant la terre entière parce qu'on l'accuse d'avoir entendu des relations sexuelles avec une de ses stagiaires. Moi j'étais dans mon salon et je regardais Bill Clinton dire non je n'ai pas touché, non je n'ai pas touché le bout de ses seins. Non. Donc il y a un contexte dans lequel on est. Et ça, je pense que les réseaux sociaux et l'opinion populaire a très vite fait de dire ah c'est encore les femmes, c'est encore... Or, je pense qu'il est important de rappeler, Mao, je suis désolé, de l'analyse sublime que tu fais, de dire que le corps des femmes, dans ce cas-là, comme dans d'autres, est souvent un terrain de lutte. On le voit dans les conflits civils, en Sierra Leone, en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique centrale, en RDC par exemple, où on a une série des viols sont perpétrés, mais littéralement à la chaîne. Donc il y a cette question-là, il faut la tenir sérieusement. Même si, après, l'enquête va nous montrer pourquoi elle se plaint, parce qu'elle dit qu'elle a été violée plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi? Mais ça, c'est à la justice de dire. Mais il faut prendre ce point de départ, vous savez, il est très important. Et on parle, et on ne peut pas dire, bon, c'est parce qu'il y a eu 13 morts que cette question est secondaire. Elle n'est pas secondaire. Elle n'est pas secondaire. Est-ce que c'est la question? Juste un dernier point. Hein.
Alors on dit oui maintenant, alors on attend qu'il y ait cette crise en Ukraine, a dit ça refait surface. Mais la Terre continue de tourner. La Terre continue de tourner. Et les affaires ressurgissent. Alors on a beaucoup dit RFI, radio étrangère. Bon, mais nous avons dit RFI s'est installé ici. Hein. Et si RFI est installé en France, on se met sur Internet et on a l'événement. On a l'événement. Donc ça fait partie aussi alors c'est pas l'Ukraine, mais c'est aussi une actualité. Et Sonko sait bien que c'est une actualité qui le concerne. Il est aujourd'hui maire de Ziguinchor. Je suppose qu'il va avoir des prétentions à la présidentielle. Je pense pour lui, c'est le déroulé de son plan. Mais il y a une question qui est là, et je pense qu'il a lui aussi, je pense, besoin que on éclaircisse et qu'on sache que la question puisse être réglée judiciairement. Mais on ne va pas rejeter un coup de main en disant ouais, c'est une question secondaire. Justement, est-ce que pour l'intérêt des uns et des autres, il faudrait que la justice fasse son travail? Très clairement, sur cette question. C'est-à-dire, moi j'ai consacré toute ma vie et je vais continuer à consacrer jusqu'à mon dernier souffle pour être une sorte de vigile de la démocratie, vigile de l'état de droit. Dans l'histoire, je ne donne pas ma position personnelle, j'ai une position personnelle, mais je ne vais pas donner pour respect, comme vous dites, entre les deux. Mais ce que je dis, les pouvoirs dans certains pays où la démocratie n'est pas affirmée, la démocratie n'est pas solide, elle est même en danger. Elle est en danger. Il y a un danger, risque d'instrumentalisation d'une affaire judiciaire, d'une affaire de mœurs à des fins de liquidation politique. Je le dis haut et fort. Si je ne travaille pas sur ce paramètre, je cesse d'être un intellectuel. Ça, c'est très clair. Donc, je reviens. Excuse-moi, mais je dis la même chose que toi. Parce qu'on a partout, toute l'Afrique, de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. Regarde Zouma. Oui, j'arrive. C'est pas seulement. Nous tous et toutes nous nous battons pour que l'état de droit existe et subsiste et devienne un état de droit qu'on ne peut pas remettre en question. Je donne l'exemple. Le ministre de l'Intérieur de la France, que j'ai écouté avant de venir à votre émission, Gérard Darmanin, est accusé d'agression sexuelle. Mais ça n'empêche pas d'être, c'est pendant devant la justice, ça n'empêche pas d'être ministre de l'Intérieur jusqu'au moment où il y aura le verdict, etc. Donc pour moi, dans nos pays... Darmanin est dans le gouvernement de Macron. Hein? Je donne un exemple. Il y a d'autres exemples. Je peux citer beaucoup, même dans la classe politique française, etc. Donc pour moi, c'est très grave d'accuser quelqu'un d'avoir violé quelqu'un. C'est très grave. Les agressions sexuelles. Donc il faut véritablement, à mon avis, protéger aussi l'accusé. Parce que il y a la présomption d'innocence. Exactement. Psychologiquement, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Ablaye Wade, pour la première fois, un leader politique, un jeune leader politique, qui constitue, qu'on le veuille ou non, et le suffrage universel vient de s'exprimer, qui constitue un espoir pour la relève. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui se représentent à travers lui. Et tout d'un coup, on sort un dossier comme ça, qui est un dossier pour salir quelqu'un toute sa vie. Et dans je prends les paramètres socio-culturels. On peut être accusé de vol et rester psychologiquement fort. On peut être accusé même de meurtre et rester psychologiquement fort. Mais la destruction psychologique commence quand on vous dit que vous êtes accusé de viol sur une femme. Donc pour moi, c'est vrai, la charge de la preuve, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas une question de corps des femmes. Le corps des hommes aussi, c'est très important. Moi, mon corps, il est important. Il y a des hommes qui ont subi des viols dans des périodes de guerre. Il y a des enfants qui sont dans des institutions qui subissent des viols. Ici, dans notre pays,
des garçons qui subissent des viols. Donc ce n'est pas une question de femmes et d'hommes. Moi, je ne suis pas dans ce truc de manichéisme. On est là pour protéger toute personne humaine. Je suis Et d'accord. on est là pour protéger toute personne. Écoutez, quand il y a une Madame histoire de Falso. viol, quand il y a... Non, je suis obligé de réagir. Parce que quand il y a une histoire de viol, que ce soit un homme politique, que ce soit un marabout ou que ce soit le palefrenier du coin de la rue, les gens portent plainte et la justice se met en branle. Il est évident que d'avoir un homme politique et d'avoir un jeune, alors vous dites ce jeune, il est l'espoir de, ça également c'est votre analyse politique. Non, c'est pas Mais mon analyse, c'est pas mon l'analyse de tout le analyse, monde. s'il vous plaît. Il faut me laisser Non, je terminer. suis obligé- Il faut me laisser non, terminer. j'avais Non, la il faut parole, me laisser- non, j'avais- il faut me laisser terminer. J'avais la parole, je Mais non, regrette. mais ta parole, J'ai c'est été, une parole. j'ai été Non, jusqu'à laissez-le présent, terminer, madame. Allez-y, non, j'ai été vas-y. jusqu'à présent très correct. Vas-y. Parce que vraiment, en dehors de ça, c'est tout. Mais ce que je dis, c'est très clair. Cet homme-là, il a été aux élections présidentielles. Il est sorti 3e. C'est très clair. C'est aujourd'hui quelqu'un qui monte d'élection en élection. Il vient d'être élu. C'est pourquoi je ne voulais pas rentrer dans le truc personnel. Hein, parce que je ne veux pas m'enfermer dans ça. Je reste dans les trucs de principe. Je dis qu'un dossier comme ça, il faut vite. Mais pourquoi le pouvoir ne l'a pas mis en prison dans ces conditions? C'est parce qu'il y a une riposte. Et les gens qui me disent, oui, qu'il y avait la crise. Il y avait la crise avant. C'est pas en mars que les Sénégalais ont découvert qu'il y avait une crise sociale, l'une des crises sociales les plus aiguës de notre histoire. On parle de Covid, comment dirais-je, couvre-feu, etc. Les jeunes qui ne voulaient pas de couvre-feu se sont révoltés quand il fallait. Mais cette insurrection, cette révolte, qui pour moi, c'est quand même de l'ordre d'une insurrection. Parce qu'il y a des institutions que... Mais les gens ne sont pas attaqués seulement à des magasins. Les gens n'ont pas attaqué les magasins, tous les magasins. Je ne veux pas rentrer dans des histoires machin. Ce n'est pas comme les événements de Mauritanie ou les émeutes de faim, machin. C'est des émeutes politiques. Et chacun va tirer sa lecture. Moi, ma lecture, c'est que les Sénégalais ont dit non à l'instrumentalisation quelque part, tu vois, de la justice pour régler des problèmes. Parce qu'avant ça, il y a eu des antécédents. Il y a eu le cas de Karim Wade, il y a eu le cas de comment il s'appelle, Khalifa Sall, et tant d'autres. Et aujourd'hui, on vit une situation de transhumance politique. L'une des transhumances les plus graves de notre histoire. Et souvent, c'est des dossiers qu'on utilise contre les personnes, entre guillemets. Parce que je ne veux pas m'aventurer dans l'espace. Ce que je veux dire, c'est tout simplement, aujourd'hui, cette leçon qu'on devait tirer, c'est une leçon de pacification de l'espace politique au Sénégal pour renforcer la démocratie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de justice. Je n'ai jamais dit qu'il n'y ait pas de justice. Voilà. Oui, Madame Sow. Il y a un problème politique qui est posé et un problème judiciaire. Je suis d'accord avec Mao que l'état de droit doit exister, doit être renforcé et que la démocratie que l'on pensait avoir acquise en 2000 avec l'alternance puisse perdurer. Mais il y a deux questions qui sont posées là. Et je pense qu'il ne faut pas les confondre. Lorsque Adji Sarr, on va donner son nom parce que nous avons été invités pour discuter d'Adji Sarr. Oui, absolument. Lorsque Adji Sarr porte plainte contre viol et que Sonko, parce que c'est lui qui s'agit, je ne personnalise pas, mais c'est le cas, disent non, c'est pas vrai, il y a un problème judiciaire qui est posé et il faut le poser. Et ça, on ne peut pas le banaliser en disant oui, mais c'est pas vrai, mais c'est... Il y a plein de choses qui ont été dites et je ne reviendrai pas sur ce qui était dit. Vous pensez et dans que la question, presse, que la et sur les question, tableaux de télévision, plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux. vous pensez que la question doit être vidée par la justice, c'est ça? Mais évidemment, non, il y a un problème. Elle porte plainte, la justice doit arriver. Elle porte plainte, Sonko riposte, et la justice doit trancher. Et trancher en toute sérénité.
Mais le problème qu'on a, c'est que le Sonko, comme il dit, est un leader politique. Et ce leader politique, le pouvoir en place, veut de toute manière le descendre, quelle que soit la manière, comme elle l'a fait avec d'autres. Et la transhumance politique, elle n'est pas pire aujourd'hui. Hein. Elle l'a été depuis... ça fait longtemps que la transhumance, ça fait 40 ans que la transhumance fait partie des faits politiques et des faits politiques saillants. Aujourd'hui, ce avec quoi je suis d'accord avec toi, c'est que, effectivement, une personnalité qui est là, qui cherche à avoir le pouvoir, et le pouvoir en place, et ces deux ans, va utiliser tous les moyens. Et, en fait, là, et au Sénégal, comme dans la majorité des pays, alors d'Afrique subsaharienne, je ne veux même pas monter dans l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, où quand même les révolutions arabes là, voulaient renforcer l'état de droit. Tous les États africains, de Dakar à Johannesburg, tirent profit, l'exécutif tire profit du pouvoir qu'il peut exercer sur l'exécutif et sur le législatif. Avec la différence que, selon les États, par exemple, Zuma n'a pas pu manipuler le législatif, il a dû quitter le pouvoir. Il n'a pas pu. Mais en Guinée, en Côte d'Ivoire, et je vais donner des noms, au Tchad, au Mali et ailleurs, le politique a fait du législatif, des parlements, des chambres d'enregistrement, a fait de la justice, surtout que ce sont les chefs d'État qui nomment les juges, il a le pouvoir à la main sur la justice. C'est pour ça qu'il faut se battre. Mais dire que, oui, mais c'est parce que, oui, il est évident qu'avec le cas d'Adissa, on a manipulé un cas pour nuire à une personne politique émergente, pour reprendre l'expression. Mais je pense qu'il y a quand même deux problèmes. Parce que ce cas de viol, qui est politiquement utilisé, si on veut dire, je n'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. J'ai mon opinion, mais mon opinion est personnelle, comme la tienne est personnelle, et comme celle de beaucoup d'autres Sénégalais est personnelle, qui ont fait descendre des gens dans la rue. On peut le constater, mais en même temps, il y a des cas, tous les jours, quand vous avez la presse, il y a des cas de viol. Et il y a des cas de viol sur les femmes, il y a des cas de viol, comme tu dis, sur les hommes, mais je suis désolé, le corps des femmes est plus une arène sur laquelle les hommes exercent le pouvoir que le corps des hommes. Ça, honnêtement, je ne peux pas te laisser dire, oui, mais moi, je peux être violé aussi, etc. Les cas de viol, ils portent aussi sur les petits garçons, avec les... sur les petits garçons, avec leurs... ou leurs instituteurs, ou leur maître, ou le frère plus grand, ou l'homme plus grand. Mais il y a plein les femmes, c'est le corps des femmes, être violées, et on a cette opinion qui fait que, oui, mais c'est pas assez important que ça, sauf si c'est votre fille ou votre soeur. Mais dans l'ensemble, c'est comme un fait acquis. Il y a une banalisation, du viol. Il y a une banalisation du viol. Et c'est aujourd'hui que plein de mouvements de femmes, des féministes, mais d'autres qui sont moins féministes, mais qui ont la conscience, qui vont protéger le corps des femmes et qui vont se battre autour du viol, qu'il soit criminalisé, le viol est criminalisé maintenant, mais que ce soit de manière beaucoup plus sévère pour instituer quand même un état de droit au niveau du corps des femmes. C'est ça que je voulais dire. Si cette question n'est pas tranchée, où est-ce qu'on va? On va vers les élections. La question, elle est là. Elle est posée. Ouais. Il faut bien la trancher. Oui. Non, mais c'est-à-dire, moi, je vais vous dire une chose. Qu'on le veuille ou non, moi, je ne suis pas, franchement, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur les violences dans notre société. Les violences, aussi bien à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes. Surtout les enfants, à l'égard des filles et à l'égard des garçons. Et toutes les études montrent que presque plus de 70% des violences sont commises sont des violences domestiques. C'est des familles. À l'intérieur. Donc, moi, c'est pas à ce niveau-là. J'ai dit que cette affaire a créé un séisme politique au Sénégal. Ça, c'est le constat empirique.
Moi, je suis au niveau du constat. Je n'ai pas donné encore ma position. Et je ne veux pas la donner pour ne pas biaiser. Mais je dis, je constate, c'est des faits majeurs. Aucun cas de violence ou d'abus sexuels n'a eu autant d'impact sur la société sénégalaise. Sur la société sénégalaise et surtout sur le cours de l'histoire politique. Est-ce que ça peut causer un clivage de la société sénégalaise sur cette question bien précise? Mais c'est très clair, c'est très clair. J'ai dit que quand on travaille sur une... Si on fait des appréciations, il faut aussi qu'il y ait un paramètre politique. Moi, je dis, attention, il y a un risque. Le risque de manipulation politique pour liquider un adversaire politique existe. Moi, sinon, je cesse d'être intellectuel. Absolument. Je dois aller vendre des cacahuètes. Bon, les cacahuètes, ça ne se vend plus tellement. Mais je veux dire que quand on n'arrive pas à ce niveau d'analyse politique, d'analyse sociologique, un pouvoir qui a instrumentalisé l'appareil judiciaire pour, à mon avis, je mets entre guillemets, parce que je ne veux pas être catégorique, éliminer des adversaires politiques qui n'ont pas participé. Et ce que je dis, c'est des faits. Il y a 2 qui n'ont pas participé aux élections présidentielles. Moi, en tant que démocrate, ça me choque. Alors que Fillon, on lui a permis de participer aux élections présidentielles. On a suspendu, quelque part, le processus de mise en examen, etc. Il a participé aux élections présidentielles. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis défenseur, j'ai toujours défendu la démocratie dans ce pays quand il n'y avait qu'un parti unique. On a donné l'impôt du temps et l'impôt du sang pour que ce pays-là soit conjugué au niveau parti, multipartisme, au niveau démocratie, au niveau d'état de droit. Pas seulement à ce niveau-là, parce que l'architecture institutionnelle aussi doit être accompagnée de ce que j'appelle aujourd'hui des processus aussi de repartage, de partage des biens, de partage des ressources du Sénégal. Quand la société, notre société, elle est clivante sur le plan structuration sociale. Notre société, elle est clivante sur le plan, je reprends mes lunettes d'analyse, lutte de classe, l'existence de classe dans ce pays. Il y a une bourgeoisie qui s'est accaparée le pouvoir. Il y a des classes moyennes et il y a ce qu'on appelle le prolétariat, le lumpenprolétariat et la paysannerie. C'est ça la réalité du Sénégal. La réalité du Sénégal, c'est qu'on est arrimé sur un camp occidental et on ne voit notre existence politique qu'à travers des paramètres des anciens dominateurs. On puise toujours dans l'histoire politique de l'ancien dominateur de l'Occident pour analyser. Donc pour revenir à votre question, c'est clair que notre pays est en danger. C'est-à-dire, je veux dire, la démocratie est en danger. Si certains n'arrêtent pas, il faut laisser la justice faire sa part de justice, sans aliéner la justice. Moi, je suis même en train de penser, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une commission indépendante? Parce que quoi qu'il en soit, on va toujours dire, oui, que cette justice est d'un côté ou de l'autre côté. Donc pour moi, il y a des pays qui ont été en guerre, mais on finit par négocier. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, le pouvoir au Mali est en train de négocier avec des djihadistes qui ont tué combien de personnes. Donc pour moi, la politique, c'est s'élever au niveau vraiment le plus élevé et ne pas être là. Je n'ai pas dit, je suis d'accord avec elle, je me suis battu aussi pour la protection des femmes contre les violences sexuelles, etc. C'est clair. J'ai aussi cette part-là. Nous étions en France quand, après mai 68, on s'est battu pour qu'il y ait le mouvement des femmes, etc., etc. Donc, mais ce que je dis, gardons cette lucidité politique. Je n'ai pas dit qu'il faut passer l'éponge. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec vous. Mais je dis, faisons attention aussi qu'on n'instrumentalise pas la justice. Et la question ukrainienne aujourd'hui, parce que le temps que nous avons imparti est bientôt terminé, qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et surtout la position du Sénégal? Est-ce que je
je peux juste dire une phrase. Très rapidement. Très rapidement. Je suis d'accord avec lui sur l'analyse qu'il fait. Encore que sa bourgeoisie et les classes moyennes, ça c'est un schéma tout à fait occidental, qui soit de l'Est, qui n'existe peut-être plus. On a aujourd'hui un complexe de structuration différent de l'analyse que vous venez de faire, qui est beaucoup plus complexe. La bourgeoisie, elle est fonctionnaire, elle est économique, elle est maraboutique. Donc on a un système beaucoup plus complexe, qu'on le dit. Et il est évident que les pouvoirs en place, partout en Afrique, et je vais même au-delà du Sénégal, utilisent tous les arguments et tout ce qui se présente devant eux pour éliminer l'opposition. Et on a utilisé l'argent, on a utilisé les détournements de biens. Ici, il y a un cas qui s'est présenté, qui était un cas de mœurs. Laissons la justice. Mais si on écoute le débat global, ces histoires de mœurs, au fond, on tend à la banaliser, parce qu'on dit oui, mais ça, c'est pas important, ou bien oui, ça l'est, mais c'est la crise politique, c'est le gouvernement et le pouvoir en place, et ces coalitions qui veulent... les deux vont ensemble. Et il est évident, et je suis d'accord avec lui, qu'il y a une manipulation du pouvoir en place, de tout ce qu'il a autour de lui, pour garder le pouvoir. Sur ce point-là, on peut être d'accord. Mais, comme je dis, il ne faut pas non plus minimiser cette question des abus sexuels, parce que aujourd'hui a dit ça, mais autour de Adissa, combien de femmes on est... Et alors, je ne dirais pas de nom non plus, hein, ou des hommes d'une certaine manière politique, mais dans d'autres sphères, ont été accusés de cela, et des procès quand même ont été menés. Donc c'est des questions qui sont là, et des questions qui ne sont pas mineures. Or, dire que l'affaire Adji Sarr Sonko, c'est seulement une question politique de manipulation, je trouve que ce n'est pas dire toute la question. Et l'autre question, c'est l'Ukraine. Ce Oui. qui se passe là-bas Oui. aujourd'hui, la position du Sénégal. Oui. Parce que- Mais juste pour ne pas laisser... Mais il faut qu'on aille à l'Ukraine, Oui, sinon on ne oui, va pas non, terminer. le principal protagoniste lui-même réclame justice. Absolument. Bien sûr, j'espère. Lui-même réclame justice. Il n'a jamais dit qu'il n'y est pas. Et on est dans un pays aussi où quelqu'un, je ne veux pas citer de nom, a dit que on met sur le coude, je ne sais pas, hein, l'histoire de coude là, tu vois. Le président Macky Sall l'a dit. Bon, je Faut je dire veux clairement. pas, moi... Ah, si, il faut poser le débat. Ok, lui-même il a dit. Donc ça veut dire que certaines affaires passent et d'autres passent. Pour revenir maintenant à l'Ukraine, tout à l'heure je parlais de l'analyse de classe. Hein. Moi c'est très clair qu'aujourd'hui il y a un impact qui avait un impact très grave. Le FMI hier a sorti un avertissement en disant que les sanctions, hein, cette crise-là va avoir des répercussions économiques dévastatrices Pour nos pays. pour nos pays. Bien sûr, sur le monde. Parce qu'on est dans le système du marché. La mondialisation. Et c'est ça que je disais. On est dans le système capitaliste international, qu'on le veuille ou non. Cette caractérisation, moi je reste là-dedans. Est-ce que ce n'est pas une crise qui va se rajouter à une autre crise d'État que nous vivons? Non, mais c'est-à-dire, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même l'Europe va être frappée. Déjà, le prix du gaz va augmenter. Le dollar est à combien? La farine, le blé, nous on mange beaucoup de pain. La Russie est le premier producteur de blé. L'Ukraine est deuxième producteur. Ceci étant dit, mon point de vue là-dessus, c'est très clair que l'Occident n'a plus, l'OTAN n'avait plus sa raison d'exister à partir du moment où le mur de Berlin a été cassé, disons. Et ensuite, le pacte de Varsovie a été démantelé. Moi, je ne rentre pas dans l'histoire d'explication, etc., etc. Je constate que ces deux pays anciennement de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui a problème. Parce que, à mon avis, et moi je ne me mettrai jamais, je vous le dis, et ça c'est mon passif, je ne peux pas, moi en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, être du côté de l'Occident, jamais. Parce que le passif qu'on a avec l'Occident, c'est le passif colonial, c'est le passif de la traite négrière.
C'est eux aujourd'hui qui nous imposent un modèle de démocratie universelle comme leur marché unique universel, hein, qui aujourd'hui disent qu'ils interviennent au nom de la démocratie. Or, même aux États-Unis, la question de la démocratie ne règle pas les questions raciales. C'est très clair. Hein. Les questions, comme elle a dit quelque part, les minorités, les questions sociales. Hein. Le schéma de démocratie universelle et de projet de société universelle que l'Occident veut nous imposer, il y a quelqu'un, il y a un pays qui a investi dans la sécurité, qui s'est privé de beaucoup de choses, qui s'appelle la Russie, hein, et qui était l'Union soviétique. Tu vois, et je n'ai pas de passif avec eux. Parce que l'Union soviétique, quand même, a soutenu les mouvements de libération. L'Union soviétique a soutenu, comme vous dites, elle parlait de l'Afrique du Sud, l'Angola, le mouvement de libération. Aujourd'hui, mon appel, c'est aux dirigeants africains, d'un leadership africain très fort. Cette guerre n'est pas notre guerre, mais on peut être impacté. Nous devons aujourd'hui prendre l'initiative aujourd'hui d'imposer la paix. D'imposer la paix parce que nous n'avons pas intérêt. Donc je salue la position quand même du Sénégal qui a été une position de neutralité. Je ne suis pas d'accord parce qu'au niveau du Conseil des droits de l'homme, il demande, le Sénégal a voté pour que une enquête internationale sur les crimes, etc. Mais eux et leurs crimes en Afghanistan, et leurs crimes actuels au niveau du Yémen, qui soutiennent une coalition qui bombarde où il y a des gens, et en Palestine, et le passif de la colonisation. Est-ce qu'il y a une enquête internationale sur les méfaits de la colonisation, les crimes de la colonisation, et l'impact de la colonisation sur le plan économique? Voilà, moi, ma position. L'Afrique n'a pas intérêt à s'aligner et utiliser des mots invasion. C'est eux qui nous ont... l'invasion. Bon, je n'ai pas dit, maintenant, il y a des principes d'autodétermination des peuples, de leur libre choix. Mais il faut arriver à un monde pacifié. Il faut un désarmement. L'opinion publique en Europe est manipulée. Aujourd'hui, je m'attendais à des manifestations de masse pour des mouvements pacifiques. Les anarchistes l'ont fait à un moment donné de l'histoire. Ils ont fait des manifestations contre les guerres. Il faut aujourd'hui faire une manifestation partout contre la guerre, mais pas pour dénoncer l'Union soviétique. Je m'excuse, la Russie. Est-ce que c'est ce qui se passe là-bas peut avoir d'impact direct sur nos pays, sur le plan surtout de social, économique? Moi, je devrais d'abord Est-ce qu'on est préparé à faire face à cette crise? Je voudrais d'abord dire, et je suis d'accord avec lui, qu'au fond, nous sommes tous interpellés. Nous sommes interpellés parce que nous sommes à un niveau mondial et nos États, nos politiques, nos économies sont interconnectés. Nous subissons la mondialisation. Voilà, nous la subissons, nous la vivons parce que nous y participons avec tous les aspects que ça a présenté, peut-être largement négatifs, parfois positifs, mais nous participons de la mondialisation. C'est l'autre mot de la colonisation, la mondialisation, comme disaient certains. Oui, mais moi j'irais plus loin que ça. La globalisation, nous en faisons partie, que nous voulions ou non, et nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés par ce qui se passe en Ukraine. Et moi, j'ai plusieurs raisons de me sentir interpellé. Il y a une condamnation presque mondiale, enfin tout l'Occident, vraiment tout l'Occident, est contre la Russie pour, comme je le dis, invasion. Et effectivement, on voit les images, hein, on voit les tanks russes, on voit ce qui se passe. Mais ma question c'est, il y a cette coalition occidentale, l'Europe est en train de se reconstruire tout d'un coup. Il y a 15 jours, l'Europe était en train de partir en vrille. Et l'OTAN, comme disait Macron, est un cerveau mort ou n'a plus de structure vraiment. Aujourd'hui, on va se former parce que l'Occident fait un bloc contre. Mais cette mobilisation que l'on a, on ne l'a pas eue quand il y avait l'Irak,
On ne l'a pas eu quand il y avait l'Afghanistan. On n'a pas eu en Palestine. On l'a pas eu avec tous les États où, alors je pense seulement de l'Amérique est intervenue massivement, de manière arbitraire, défendant ses intérêts contre la loi internationale. L'ONU avait dit non, vous ne pouvez pas aller en Irak. Ils ont dit non, on y va quand même. Donc, et ça, alors moi je me souviens finalement de ce discours de l'ambassadeur de France, je oublié son nom, qui aux Nations Unies avait dit mais vous ne pouvez pas. Dominique de Villepin. Voilà, Dominique de Villepin avait dit vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Mais on a eu énormément d'éléments et puis on a même eu quand même les armes de destruction massive. On a Avec parlé, Colin Powell. voilà, avec on n'a rien trouvé. Donc moi c'est le premier scandale que je relève. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 poids et 2 mesures. Il y a 2 poids et 2 mesures. Bon, une fois qu'on a dit ça, et on a quand même un problème. C'est-à-dire que l'action de la Russie sur l'Ukraine, au fond, il y a un problème de frontières, il y a un problème qui m'interpelle parce que j'aurais pas voulu qu'au Sénégal ou en Guinée ou ailleurs, il y ait le fait qu'un État plus fort, quelles que soient ses raisons, puisse entrer et faire ce que la Russie fait en ce moment. Donc, mais moi, je suis d'accord avec toi. Au fond, il faut qu'on puisse rétablir un équilibre des puissances dans le monde. Poutine évoque la violation des accords de Minsk, qui disait que l'Ukraine ne doit pas être dans l'OTAN. Exactement. Parce que permettre à l'OTAN d'être dans l'OTAN, c'est de mettre les armes sur la Russie. Voilà. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en même temps, l'Ukraine peut à un moment changer et dire, mais moi je vais aller vers l'OTAN, et les accords de Minsk peuvent sauter. Donc c'est un débat politique, et ce n'est pas manichéen, ça c'est bien ou c'est pas bien. Mais je pense que les États africains, au fond, doivent se poser. Et en fait, ils doivent défendre leurs intérêts. Intérêts économiques, mais leurs intérêts politiques, leurs intérêts idéologiques. Savoir où, par exemple, quand il y avait l'esprit de Bandung, ça signifiait quelque chose. L'esprit de Bandung a permis de lutter contre le pouvoir colonial. L'esprit de Bandung a été... Aujourd'hui, on est un peu en ordre dispersé. On est un peu en ordre dispersé qui ne permet pas d'agir. Par exemple, en Libye, quand il y a eu ce raid sur la Libye, Dans l'OTAN, bon, les troupes ne sont pas allées au sol, mais on a fait suffisamment pour que Kadhafi soit tué. Quel que soit ce qu'on peut penser de Kadhafi et de son pouvoir. Donc je suis d'accord avec lui, que nous devons prendre une pause et regarder dans le cours de l'histoire comment imaginer et voir les conséquences, parce qu'il est évident qu'il va y avoir des conséquences. Le prix du gaz, le prix du pétrole, le pain. Le pain là qu'on achète à 100 francs, à 200 francs à la miche, on va être impacté. Et si on ne trouve pas, au fond, une solution à la crise, on va revenir dans un monde bipolaire et les Africains vont continuer à être ballottés d'un point à l'autre. Je voudrais que nous cessions d'être ballottés. Alors, je ne sais pas si nous allons constituer une 3e force, une 4e force, mais nous devons avoir une position et une position en tant qu'Africains. C'est extrêmement important. Est-ce que cette crise n'a pas fragilisé les États africains au moment où les gens devaient peut-être travailler la suffisance alimentaire et tout, être aussi dépendants des blés russes ou ukrainiens, alors qu'on devait suffire avec nos terres arabes, travailler pour nourrir nos pays? Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec vous. La Russie a tiré la leçon. Aujourd'hui, la Russie, elle est autosuffisante sur le plan agricole pratiquement, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Bon, maintenant pour revenir, moi, l'Inde, etc. Maintenant pour revenir sur la question politique, c'est le moment, je demande au président Macky Sall, qui est président de l'Union africaine, de prendre aussi des initiatives, d'aller à Moscou, d'aller pour discuter aussi avec l'autre parti, comme Israël l'a fait. Nous ne devons pas rester là à constater. Bon, constater.
Parce qu'il y a danger de liquidation du système des Nations Unies. Les Nations Unies sont nées au lendemain de la guerre, par la création de la Société des Nations. Mais aujourd'hui, si la Russie se retire, il y a possibilité d'éclatement des Nations Unies. Parce que si les Nations Unies ne sont pas capables de prévenir, le secrétaire général des Nations Unies doit bouger aussi. On attend qu'il aille parler aux Ukrainiens, qu'il aille parler aux Russes. Ne pas laisser les pays occidentaux dans la surenchère, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a danger même qu'il n'existe plus les organisations des Nations Unies. Si elle n'est pas capable aujourd'hui de mouiller le maillot pour imposer une paix, c'est un problème. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, non mais maintenant c'est pire. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est l'humanité entière qui va disparaître. Bon, maintenant, je ne veux pas rentrer dans les considérations. L'OTAN n'avait pas à se déployer au niveau de la Pologne, au niveau de... Bon, peut-être l'Ukraine n'était pas, mais c'était une tentative. La Suède et la Finlande ne sont pas dans l'OTAN. C'est les pays neutres. Ils peuvent être dans l'Union européenne, ça c'est la liberté. Mais l'OTAN, ça veut dire, parce que si on se rappelle, la crise à Cuba, du temps de Khrouchtchev et de Kennedy, vous avez pointé des missiles. Mais ils l'ont retiré. C'est bon. Voilà. Le temps que vous avez peut-être terminé, malheureusement. Merci à Abraham Fatou Sow, sociologue. Merci aussi à Mamoudou Wandima, sociologue. Nous analysons aujourd'hui l'actualité dans notre pays et dans le monde. Merci à la partie technique assurée par Biran Sissi. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio